Bonjour, bonjour et bienvenue pour cette séance de clôture du 25e forum. Avec un peu de retard, on commence, mais en cette journée de grève, finalement, ça fait le temps est un peu élastique. Merci à vous qui êtes dans la salle, qui avez donc bravé les grèves, qui vont aller reprendre des trains plus tard. Bonjour aussi à tous ceux qui ont dû partir plus tôt, peut-être sont déjà chez eux ou sont dans des trains, peuvent donc nous suivre à travers des supports mobiles puisque nous sommes diffusés en direct sur Internet, ce qui permet d'être regardé par plein de monde, mais ce qui permet surtout d'être en interaction avec plein de monde et on pourra, on espère, plus tard, tout au long de l'après-midi, avoir beaucoup de remarques, de questions, de commentaires sur les thèmes qu'on va aborder avec de vos parts à vous et évidemment de la part des internautes qui nous suivent. On a vu pendant ces 2 jours, à travers les débats, à travers les prix qui ont été remis aussi, comment pendant ces 25 ans de Capcom, la communication publique a évolué, s'est professionnalisée très fortement, a permis de décloisonner les discours publics pour animer plus les territoires, pour dynamiser plus aussi, bien évidemment, la vie publique. On a vu aussi hier comment, dans le même temps, la société française avait évolué et on a vu comment elle va évoluer beaucoup avec de nouveaux usages qui vont changer le rapport que l'on a avec nos territoires, le rapport que l'on a avec nos instances, le rapport que l'on a au quotidien avec les technologies et avec un vivre ensemble qui se construit désormais de plus en plus hors des instances, avec une demande de participation grandissante, de nouveaux outils, de nouveaux réseaux à toutes les échelles. Et on a vu que l'enjeu de ce changement, alors comme je disais bien, j'aime bien le terme de changement de paradigme, donc je le réemploie une dernière fois, à travers toutes ces facettes, pose aujourd'hui au discours public un enjeu, celui de donner le cap à ces nouvelles aspirations et de fédérer ce nouveau vivre ensemble. C'est véritablement un enjeu. C'est très difficile, particulièrement difficile dans cette période de crise où on est véritablement avec un besoin proéminent de réassurance. Mais il y a un défi qui s'ouvre et qui est un défi pour les communicants, pour trouver, on en a parlé hier, on va en reparler beaucoup cet après-midi, de nouveaux rôles, de nouveaux champs d'expertise, de nouveaux réseaux aussi, à la fois vis-à-vis des territoires et aussi en interne au sein de leur structure. On va le voir aujourd'hui, cet après-midi, avec nos experts et nos acteurs de terrain, comment ça est possible au quotidien, comment on peut faire évoluer le discours politique pour qu'il soit plus fédérateur de ces nouvelles aspirations. On sait que c'est compliqué parce qu'on sait qu'on a un discours politique qui s'inscrit dans un monde éclaté, où il est vite galvaudé, où il est vite décrédibilisé. Comment est-ce qu'on peut le resacraliser et lui redonner en même temps la proximité à l'ère du tweet, à l'ère du chat, à l'ère des conseils de quartier. On va voir aussi comment est-ce qu'on peut engager mieux des actions de terrain, de proximité, pour rencontrer mieux ce vivre ensemble qui se construit et qui verdit de plus en plus au pied des institutions aujourd'hui. Et comment ça suppose, là aussi, on l'a déjà vu hier, de mettre en place des démarches de co-création, des démarches de délégation, des démarches d'accompagnement nouvelles pour faire avec et pas simplement faire pour. On va en parler, on va voir évidemment derrière comment ça pose la problématique du rôle et de la place du communicant qui, on le sait, est entre une instance politique qui a tendance à prendre les décisions et des sollicitations de plus en plus nombreuses du terrain, se retrouve un peu parfois pris en tenaille là-dedans et en même temps un nouveau rôle à prendre très important. L'enjeu, c'est celui-là, c'est bien celui de cette communication publique qui, on va le voir, va devoir de plus en plus retrouver son sens de parole politique, et parole politique pas au sens de ce que ça a pu être il y a longtemps, mais au sens de faire politique. C'est véritablement comment on réapprend à travers la communication publique à faire politique, à faire le récit collectif, se vivre ensemble. On va le voir avec nos invités que je vais vous présenter. Corinne Dacosta, directrice, bonjour, directrice du département études de la CEPREM, société spécialisée dans les études médias, presse territoriale, presse magazine, presse d'entreprise. Vous avez décrypté des unes de presse territoriale pendant 1 an avec beaucoup d'acuité, vous allez nous en parler. Anne Prémel, bonjour, directrice de la communication de l'agglomération de Metz. Jean Breillat, bonjour, chef de cabinet de la ville de Tours et de la communauté d'agglomération de Tours, mais aussi chargé de cours de communication des organisations à l'IUT de Tours et en master 2 de gouvernance territoriale à l'université de Tours. Ça, je l'ai fait. Denis Bertrand, bonjour, linguiste et sémiologue, professeur de littérature française à l'université Paris 8.
c'est plus simple, auteur d'un livre, Parler pour gagner, c'était sur la présidentielle de 2007, chroniqueur dans l'émission politique, c'est Déshabillons-les, et puis le programme télé Denis Décode, où vous passez au crible et analysez à la fois les discours politiques, les gestes, les postures, les intonations, et puis aussi l'actualité maintenant, pour essayer de comprendre un petit peu quels sont les ressorts de cette communication, et politique, et aussi plus largement publique. Denis Muset, bonjour, habitué de Capcom, sociologue, président de l'Institut Médiascopie, enseignant à l'Université de la Sorbonne, auteur du Téléprésident, qui était un décryptage du pouvoir médiatique, qui, je pense aussi, sera inspirant pour nos discussions. Et puis, dernier invité qui n'est pas assis à cette table, mais qui est présent avec nous, c'est vous tous ici, et vous tous derrière les écrans de caméra, qui, via les SMS, via les tweets, alors on dit des gazouillis, qui gazouilleront, qui SMSeront, qui pourront aussi prendre le micro, il y aura des hôtesses, pourront donc prendre la parole. Alors je crois que vous avez, pour ceux qui sont dans la salle, dans votre livret, votre cahier de participants, une page qui vous explique très doctement comment, quel numéro composer et comment nous envoyer des tweets. Alors ça peut être des questions, ça peut être des remarques, ça peut être des humeurs. Il y aura une bande passante, voilà, ça s'écrit en bas. Il y aura une bande passante, et sur cette bande passante, tout défilera, il n'y a pas de problème. Je les relayerai, et comme on dit, foutons bien le bordel avec tout ça. Et pour Internet, c'est précisé sur le site Internet de Capcom, donc, sur lequel vous êtes connecté, où on vous explique comment aussi intervenir en direct. Et évidemment, on relaiera au maximum vos remarques, vos suggestions, vos questions et vos interventions. On va tout de suite commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, avec Corinne Dacosta pour une présentation sur ce que la presse territoriale a à nous raconter. Et c'est très intéressant, parce que c'est une étude qui est une étude exclusive pour Capcom, sur à peu près elle nous dira plus de 1000 couvertures de presse territoriale passées au CRI pendant un an. Étude de référence, parce que jamais, ça n'a jamais été fait sur un tel volume, je crois, et jamais dans une approche transversale de la sorte. Donc je vous laisse nous en parler et on en discute après. Bonjour à tous. Effectivement, nous avons été conviés par Capcom pour réaliser une étude portant sur les couvertures de presse territoriale. Donc nous avons analysé un an de parution, 2012 en l'occurrence, des couvertures émanant de publications de 121 communes et intercommunalités, et au total 1006 couvertures étudiées. Donc je précise tout de suite que toutes les communes ont été prises en compte, c'est-à-dire que nous avions un échantillon qui concernait à la fois des communes de moins de 20 000 habitants, des communes de 20 à 50 000 habitants, etc., et également des publications d'intercommunalités, de façon à avoir une vue assez exhaustive des choses. Donc, les couvertures ont été analysées des points de vue des thématiques traitées, des mots employés, des formes privilégiées et des intentions choisies. Nous nous sommes arrêtés aux couvertures, c'est-à-dire que les conclusions que je vais présenter ne mettent en aucun cas en cause ou en critique, n'ont pas un regard critique sur le contenu des articles, etc. Mais c'était simplement avoir un point de vue assez factuel sur ce que vos cibles, pouvaient découvrir quand ils prenaient en main le magazine, en l'occurrence la première chose, la couverture, et est-ce que celle-ci pouvait leur donner envie d'ouvrir ces magazines. Donc, comme le disait Régis, cette étude n'a jamais été réalisée, c'est qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'études qui s'intéressent à ce que peuvent penser les lecteurs. Donc d'ailleurs, on pourra s'appuyer sur le baromètre de la communication Harris Interactive Epicéum, qui nous donnait pas mal d'enseignements là-dessus, mais jamais sur les intentions que portaient ces couvertures. Premier élément, donc là-dessus, pas grand-chose de nouveau pour vous si vous êtes des lecteurs réguliers de la newsletter de Capcom, puisque les premières choses auxquelles on va s'intéresser sont sur les enseignements qu'il faut tirer de la forme des couvertures. Or, la newsletter pré-forum donnait déjà beaucoup d'informations sur ce sujet. Première chose, la dominante chromatique des couvertures. Malheureusement ou heureusement, c'est un parti pris. On a constaté que dans la majorité des cas, très grande majorité des cas, les couvertures présentaient des couleurs froides, donc bleu, gris, vert, des couleurs très atténuées, et renvoyaient des ambiances souvent ternes. Ces ambiances un peu ternes étaient très majoritaires, et en particulier dans les publications, sur les couvertures des publications des intercommunalités. Qu'en peut-on en tirer comme conclusion ?
Ces partis pris chromatiques peuvent nuire à l'urgence de lire. Qu'appelle-t-on l'urgence de lire? C'est le temps qui s'écoule entre le moment où la cible découvre le magazine, prend connaissance de la couverture, et le moment où elle va effectivement l'ouvrir, et donc où elle considère qu'il y a effectivement urgence à prendre connaissance d'un sujet qui a pu l'intéresser. Deuxième élément, je vais passer assez vite sur cette partie puisque ça a déjà été traité justement dans la newsletter et il y aura des éléments qui seront republiés au mois de janvier. Le choix des illustrations. Donc, l'image principale est le plus souvent symbolique et elle est souvent choisie pour illustrer des thématiques, voire des infrastructures. Donc, on retrouve de nouveau cette impression de froideur qui ne renvoie pas forcément l'image du vivre ensemble, qui est un des thèmes qui va être abordé plus tard et dont Régis a déjà parlé. Ce vivre ensemble ne se traduit pas forcément par des thématiques, des infrastructures, des très jolis ponts, des magnifiques bibliothèques, des nouvelles piscines. On ne voit pas forcément le bénéfice immédiat pour le lecteur quand on découvre cette photo parfois un peu froide dans une ambiance parfois un peu terne. Tonalité de l'accroche principale. Bon, j'ai un peu l'impression de répéter la même chose sur ce slide, 3 fois la même chose, mais malheureusement c'était le cas. C'est que les tonalités des accroches principales que nous avons analysées étaient majoritairement factuelles et descriptives. On avait simplement 30% des couvertures étudiées qui présentaient des textes d'accroche qui étaient incitatifs et qui pouvaient être impliquants pour les habitants. Si vous voulez vous projeter un peu, je vous montre 2 couvertures. À gauche, celle que nous avons analysée le plus souvent. Donc un logo très institutionnel, des titres, on ne va pas trop parler des titres aujourd'hui, mais c'était parfois des titres assez froids, assez informatifs. C'était information, magazine, des sous-titres qui également pouvaient reprendre le magazine de la ville de X ou le magazine des habitants du territoire de Y, des couleurs un peu froides, un visuel qui est peu émotionnel. Bon, celui-là est particulièrement caricatural puisque non seulement il est peu émotionnel, mais en plus les enfants photographiés sont de dos, donc c'est un peu compliqué de retrouver un enfant qu'on pourrait connaître. Et des accroches factuelles et détachées, c'est la rentrée. Voilà, c'est la rentrée, tout le monde le subit, mais est-ce qu'on est impliqué quand on voit c'est la rentrée? Pas forcément. À droite, est-ce que vous vous situez plutôt dans les couvertures de droite? Ensemble magazine, encore une fois, on a volontairement caricaturé les choses, mais c'est pour aussi mettre un peu en évidence ces chiffres un peu froids. Ensemble magazine, donc le logo peut être un peu plus fédérateur que celui de Lutèce Info, des couleurs un peu chaudes, des visuels locaux. On a envie de retrouver quelqu'un qu'on connaît sur cette couverture, de voir si on connaît cette petite fille au premier plan. Une classe de plus pour l'école. Donc l'école, une classe de plus, aussitôt, forcément, on est peut-être un peu plus impliqué si on a des enfants dans cette école, puisqu'on se dit qu'il y aura peut-être moins de monde dans les classes, etc., etc. Et donc, on se sent peut-être plus proche de cette couverture. On a peut-être envie d'en savoir un peu plus sur cette école et sur cette classe que sur la couverture de gauche. Finalement, que peut-on retenir de cette analyse de forme? Le rôle de la couverture est d'inciter à la lecture et à l'ouverture et plus tard à la lecture. C'est que la couverture, pour nous, donc nous sommes un institut, nous travaillons comme l'a dit Régis, dans les médias de toutes sortes, aussi bien de la presse professionnelle que de la presse magazine, que de la presse entreprise, que des consommateurs, que de la presse territoriale. Le rôle de la couverture, c'est toujours la même chose, c'est la bande-annonce. De même que vous pouvez être amené à avoir une bande-annonce d'un film dans une salle, ou d'un film qui va prochainement sortir, le rôle de la couverture, c'est uniquement ça, c'est donner envie d'ouvrir et dans un deuxième temps, donner envie de lire ce qui va se trouver à l'intérieur. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, les conclusions que nous portons aujourd'hui ne présagent absolument pas des contenus qui sont traités, les angles de contenu de l'intérieur du magazine. L'étude ne portait pas là-dessus. Les contenus peuvent être formidables, sont sans doute très formidables, très impliquants, très proches, impliquent plein d'individus, etc. Les couvertures, pas forcément. Donc la couverture, qui est donc partie prenante de l'image de la collectivité, elle doit inspirer du dynamisme, elle doit fédérer des acteurs, elle doit rassurer sur l'écoute, et elle doit rassurer également sur la proximité des élus et des personnalités de la ville. C'est son rôle. Donc pour nous, si on peut se permettre de tirer des conclusions sur la forme, on peut imaginer qu'il y a peut-être
des axes de progrès en jouant sur la proximité, y compris dans le titre, sur des couleurs qui peuvent être plus accrocheuses, etc., sur une approche visuelle impliquante, sur des accroches incitatives, sur des photos émotionnelles. Peut-être aller un peu plus loin que ce qui est fait actuellement. On rentre maintenant encore plus dans le vif du sujet, puisqu'on va s'intéresser à la parole qui est portée par les sujets qui sont abordés en couverture. Donc, on a finalement défini 4 grands types de sujets, et ces sujets, on les a croisés avec le baromètre de la communication territoriale dont je vous ai parlé il y a quelques minutes, et je vois que Isabelle Panhard est juste en face de moi, elle me fait un petit signe. Donc, commandité par Harris Interactive et Epicéum, on a croisé, même si évidemment le texte de couverture ne traite pas du sujet, mais malgré tout, on avait des éléments d'analyse. Donc, premier élément, 4 grands types de sujets. Premier élément, les sujets qui sont les plus abordés en couverture et qui répondent finalement assez bien aux attentes des lecteurs. Premier élément, culture, sport et loisirs. La moitié des couvertures que nous avons étudiées, je rappelle que nous avons étudié 1006 couvertures, portaient un sujet qui traitait de la culture, du sport et des loisirs. Ce qui veut dire que forcément, ce sont des thématiques qui sont faciles à mettre en scène et qui sont légitimes dans un positionnement de CityMag, mais malgré tout, on peut s'interroger sur la place de la culture, du sport et des loisirs, dans le budget des collectivités, c'est-à-dire que j'imagine que la moitié de votre budget, malheureusement ou heureusement, n'est pas consacrée à la culture, au sport et aux loisirs. La moitié des préoccupations des habitants des territoires ne sont pas axées sur la culture, ou le sport et des loisirs. Et donc, malheureusement pour vous, quelle légitimité vous pouvez avoir sur ces sujets-là face à tous vos concurrents en termes de budget temps? Il est important pour moi de parler de budget temps, c'est-à-dire que vos cibles sont également confrontés à la lecture de la PQR, de la PHR, de la presse gratuite, des CityMag. En venant de la gare de La Rochelle, je suis tombée à pied de la gare de La Rochelle, 3 titres gratuits qui traitaient évidemment de la culture, de l'animation, des festivals et tout ce qui pouvait se passer dans la belle ville de La Rochelle et la région du Poitou-Charentes. Donc, quand vous traitez de ces sujets-là, vous avez en face de vous une presse dont c'est la légitimité principale, parfois payante, parfois choisie. Et donc, cela pose à un moment donné le problème de votre crédibilité et de votre légitimité à mettre en évidence ces sujets-là. Et surtout, le problème de positionnement. Est-ce que c'est le rôle de la presse territoriale de parler à 50% sur une couverture de la culture, du sport et des loisirs? Deuxième sujet, urbanisme, aménagement et équipement. Donc, c'était des thématiques qui étaient toujours parmi les 5 premiers sujets les plus traités, quelles que soient les communes, les tailles des communes, quelles que soient les structures, que ce soit des intercommunalités ou des collectivités. Et c'était en particulier les seconds sujets traités dans les intercos, l'urbanisme, aménagement, équipement. Donc, ce sont des thématiques qui sont très valorisantes pour la collectivité et qui permettent, avec des visuels, la mise en avant de réalisations. Généralement, les visuels un peu froids et un peu symboliques qui se trouvent en couverture avaient trait à ces sujets-là, l'urbanisme, l'aménagement et l'équipement. Et si je reprends les chiffres du baromètre, 53% des personnes qu'ils avaient interrogées estimaient que l'information était suffisante sur ces sujets-là. Alors, troisième... alors, je vois un petit commentaire en bas, j'y reviendrai après. On y reviendra après, ouais. Deuxième grand type de sujet, les sujets qui sont peu abordés en couverture, mais qui, selon diverses études, ne semblent pas souffrir d'un déficit d'information. Les cibles, a priori, ce n'est pas beaucoup traité, mais ça leur suffit. Je ne savais pas, voilà. Premier élément, histoire locale, patrimoine, portrait d'habitants. Ces thématiques représentent 12 à 15% des sujets traités et elles ne sont pas surreprésentées. Sur le baromètre Harris, 56% des personnes interrogées estimaient que c'était suffisant. Donc on peut supposer qu'il y a un équilibre correct entre la place consacrée et la satisfaction qui est observée des lecteurs. Deuxième grand thème dans cette catégorie, l'éducation, la scolarité et la petite enfance. 10 à 12% des couvertures étudiées traitaient à un moment donné de ces sujets, avec généralement une saisonnalité marquée, c'est qu'on a observé qu'il y avait régulièrement un numéro de rentrée. 10 à 12%, c'est le numéro de rentrée, avec des thématiques qui sont relativement peu
traitées, mais plutôt bien traitées, bien couvertes. Et dans le fameux baromètre Harris, 59% des personnes interrogées estimaient que l'information leur suffisait. Troisième élément qui est quand même un peu plus problématique, ce sont les sujets qui sont régulièrement abordés en couverture, mais dont le traitement ne satisfait pas toujours... je regarde le temps, ça va, je suis encore dans les temps. Ne satisfait pas toujours les lecteurs. Première chose, l'économie, la formation, l'emploi, les entreprises. Une couverture sur 5 aborde un ou plusieurs sujets relevant de ces thématiques, mais malheureusement, on a constaté qu'on avait des angles de traitement qui étaient souvent très positifs, très optimistes, et qui n'étaient pas forcément en adéquation avec le contexte de crise actuelle, ni avec le traitement qui peut être fait par les autres supports auxquels peuvent être confrontés et que peuvent lire vos cibles, en l'occurrence la presse locale, mais également la presse économique, etc. C'est qu'on est un peu dans le monde merveilleux où tout va bien. Bon, c'est un parti pris. Ce n'est pas forcément le plus adapté ou le plus adapté de façon permanente. Enfin, les sujets qui sont très peu abordés en couverture, mais qui pourtant répondraient à une véritable attente. Premier élément, voilà, vous aurez les deux en même temps. Le budget, les finances, impôts, tarifs. On a moins d'une couverture sur 10 qui aborde ces questions. Généralement, on a le premier numéro de l'année, le numéro qui s'appelle budget ou qui s'appelle retour sur le budget ou qui s'appelle le budget a été voté, qui doit être le numéro que vous venez d'avoir bouclé, avec des thématiques qui sont traitées encore de façon assez positive et assez factuelle, alors qu'elles sont dans l'actualité, qu'elles sont souvent très attendues et qu'elles sont vraiment au cœur de l'action publique. Et enfin, deuxième grand thème de ces sujets qui sont peu abordés mais qui répondent à une véritable attente, les institutions locales, les compétences et l'intercommunalité. Ce sont des sujets qui sont peu, voire pas du tout abordés. C'est-à-dire que par exemple, ils sont systématiquement dans les 5 sujets les moins abordés que tous ceux que nous n'avons pu analyser, et ils ne sont jamais abordés dans toutes les publications de villes de 50 à 100 000 habitants, ce qui représentait quand même plus de 200 publications. Donc, on a trouvé que s'il y avait vraiment, on était plus que sur une tendance, on était sur des véritables résultats fiables statistiquement. Thématique qui pour nous porte la légitimité et la crédibilité de la collectivité, et seule la presse territoriale a mission d'informer sur ces sujets. C'est-à-dire que sur tous les autres, à l'exception peut-être du budget des finances, vous êtes, entre guillemets, concurrencés par tous les autres supports et tous les autres dispositifs d'information auxquels sont confrontés vos cibles, y compris la radio locale, la télé locale, les sites, etc. Sur ces sujets-là, c'est vous tout seul qui êtes en mesure de parler. Or, les sujets, ils sont parmi les sujets les moins abordés. Donc, que faut-il effectivement, ce sont des thématiques difficiles à traiter, mais bon, vous êtes des professionnels, donc vous pouvez sans doute les traiter tout de même. 2 idées à retenir de l'analyse de ces sujets. Donc, l'analyse des sujets de couverture, cela ne préempte pas du tout la manière dont c'est traité à l'intérieur des publications. Pour nous, vous avez peut-être un axe de développement sur la capitalisation sur les thématiques à forte légitimité, donc tout ce qui est lié aux institutions, au fonctionnement, aux grands projets, aux aménagements, la prospective, etc. Mais en expliquant, en jouant sur un angle pédagogique, un angle assez rassurant, surtout lié à la proximité, à l'implication des élus. Personne ne comprend actuellement sur les différentes réformes le rôle d'une communauté, les différents rôles départements, interco, communes, etc. C'est des choses qui sont compliquées pour des personnes qui ne sont pas initiées à ces sujets. C'est votre rôle d'expliquer, c'est votre rôle de démontrer, c'est votre rôle d'apprendre. Deuxième élément, pour nous sans doute le plus prégnant, peut-être un changement d'angle de traitement des sujets qui ont trait au contexte économique, à l'emploi, au budget, aux impôts, etc., qui doivent être abordés avec réalisme, sans optimisme artificiel, face à des personnes qui sont inquiètes et qui sont capables de croiser leurs sources d'information. On ne peut pas entendre le matin sur un grand média à tel point c'est compliqué, à quel point l'entreprise qui se trouve à 100 mètres est en train de fermer le nombre de licenciements, et recevoir la publication de sa collectivité dans sa boîte aux lettres 3 jours plus tard et voir que finalement tout va bien, c'est formidable et que vraiment on vit dans un monde merveilleux. Pensez qu'à un moment donné, vous n'êtes pas les seuls à parler. Donc cette étude, elle sera disponible début 2014 sur le site Capcom, et il y avait plein d'autres éléments dont je n'ai pas le temps de parler là, malheureusement. Merci beaucoup. Je vous laisse.
Je vous laisse rejoindre notre petite bande. On a vu des commentaires venir et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que se dégage de votre étude de faits importants, c'est-à-dire qu'il y a cette idée de comment est-ce qu'on traduit dans la forme, c'est-à-dire ce vivre ensemble. Vous parliez aussi dans l'étude de données liées au contraste sur les couvertures. Les couvertures ne sont pas toujours très contrastées, pas très animées avec des logos, donc on ne sent pas toujours forcément qu'il y a cette espèce de dynamique-là. La piscine, on la photographie, mais on ne photographie pas forcément les gens dans la piscine. C'est vrai en même temps, ce qui est dit dans les remarques et dans les études qui sont faites, c'est est-ce que pour autant il faut qu'on devienne voici, c'est-à-dire que ou est-ce qu'il faut qu'on fasse une presse anxiogène? Et l'autre chose que vous nous dites, c'est on n'aborde pas forcément toujours les sujets qui fâchent, les sujets compliqués, les sujets où aujourd'hui la politique est la plus difficile un peu à mettre en avant, les sujets d'austérité, les sujets de coupes budgétaires, les sujets de droits, de compétences territoriales qui sont de plus en plus débattus. Est-ce qu'aujourd'hui, comment est-ce qu'aujourd'hui finalement cette presse territoriale peut trouver sa place dans ces aspects-là sans devenir une presse anxiogène un peu avec des titres trop accrocheurs ou une presse un peu à la Voici qui survend les sujets? Son but n'est pas non plus de devenir la presse qui existe par ailleurs. Alors déjà, sur la presse à la Voici, le rouge est une couleur qui est extrêmement employée en presse magazine, dans la presse en général, presse économique, presse magazine. C'est une des couleurs qui est quasiment jamais employée en presse territoriale. Donc bon, je pense qu'il y a une marge de manœuvre déjà sur la forme, puisque vous avez encore un peu de marge avant d'arriver au rouge sur toutes les couvertures. Deuxième élément, on n'est pas obligé de faire du sensationnel, on n'est pas obligé de... Voici, c'est effectivement du sensationnel, un peu racoleur, etc. C'est la fonction de ce magazine. En aucun cas, je vous demande ça. Et je lis également en dessous que, effectivement, les sujets sont très anxiogènes, sont traités par les grands médias, etc. Et donc, vous n'avez pas forcément envie de les traiter aussi. Sauf que vous pouvez avoir des solutions et vous pouvez avoir la réalité des chiffres. C'est-à-dire qu'au-delà du fait de dire... la situation n'est pas très bonne ou ceci, cela, vous avez les explications et vous êtes légitime pour donner les explications, ce que ne font pas forcément les grands médias qui vont simplement relater de l'information avec 4 points d'exclamation. Et ce que vous dites, c'est qu'il y a des enjeux, on voit illustrer les finances locales dur. On peut même dur. En même temps, il y a un enjeu, vous le dites aussi, qui se joue à aborder ces thématiques. On va voir derrière que c'est pas simplement le support qui est en jeu, mais évidemment comment on l'anime et quel discours on a et quelles actions on a aussi à mettre dedans. Le support ne fait pas tout, mais c'est aussi un enjeu, vous dites, de faire en sorte qu'on voit dans le magazine la vie, c'est-à-dire qu'on voit plus les gens, qu'on voit même visuellement plus se vivre ensemble d'une certaine manière. C'est vrai que sur les illustrations qu'on a pu repérer, les personnes étaient toujours traitées de façon très catégorielle. C'est-à-dire qu'il y avait des seniors à bicyclette parfois, il y avait des enfants, il y avait des personnes issues de la diversité, mais on ne les voyait jamais ensemble, on ne les voyait jamais nager dans la fameuse piscine dont on voyait la photo de couverture. Et donc, il y a effectivement cette nécessité de mélanger, puisque les gens se mélangent en vivant sur le même territoire, il faut essayer de les mélanger aussi dans les illustrations, les mélanger en couve. Illustrer les finances dur, on n'est pas obligé de faire une couverture avec une photo pour illustrer les finances, parce qu'à part mettre un symbole euro, dollar, etc., ce qui est fait partout, effectivement, il n'y a pas 50 000 possibilités. Par contre, vous pouvez avoir un titre, si vous décidez de le traiter en couverture, qui soit un peu différent que de celui qui est très factuel, le budget 2014, ou retour sur le budget 2013, ou... donner un peu envie d'en savoir un peu plus. Moi, je ne suis pas que vous dans la salle, mais si vous posez objectivement la question, le budget 2014, ça ne me donne pas envie d'ouvrir, quoi. Une chose qui est intéressante aussi, qui revient à travers votre étude, c'est que finalement, on a une communication à travers des sujets choisis, et c'est ce qui est certainement finalement le plus fort dans ce que vous nous dites, qui va très fortement vers des sujets comme la culture, les loisirs, qui sont des sujets moins politiques, plus consensuels, de service d'une certaine manière. Je voudrais peut-être voir avec deux acteurs de terrain que sont Jean et Anne un petit peu, quel est votre ressenti un petit peu de ce que vient de dire Corinne, et est-ce que finalement, Jean, on est en train vous pouvez faire le constat du fait qu'on a une communication politique qui va de moins en moins vers les sujets très
polémique, politique, et va de plus en plus se lisse un petit peu vers une communication de service sur la culture, le sport, les loisirs, les nouveaux aménagements, et en effet où on évite, ou en tout cas on met en arrière un petit peu les sujets fâcheux. On veut montrer un monde qui nous rassure, qui n'est plus forcément le monde dans lequel on vit. Oui, je pense que ça rejoint le thème central de notre Capcom 2013. On a vu le constat qui est un peu inquiétant, mais je ne suis pas du tout pessimiste pour l'avenir, mais qui voudrait en effet qu'on ait une sorte de dérive qui est de s'exonérer de discours politique en se réfugiant derrière des valeurs peut-être plus rassurantes, moins suspectes, qui seraient plus descriptives, plus neutres, plus objectives, certainement plus loin finalement des préoccupations des politiques. Et moi, je réponds à ça que ça serait une grave erreur. Il faut réaffirmer le rôle de la politique dans le sens noble du terme, qu'il faut au contraire ne pas s'exonérer de la responsabilité de décider d'une politique, c'est-à-dire de garder ce contrôle, cette maîtrise, ce cap nécessaire, ce qui n'oppose absolument pas l'idée de consultation, de concertation, qui est évidemment nécessaire. On n'a pas besoin de le rappeler ici, c'est que la légitimité politique passe aussi par l'obligation d'éclairer, de créer les conditions du débat. Moi, je n'ai pas envie d'opposer verticalité et horizontalité, je n'ai pas envie d'opposer politique et service public. Bien sûr que notre rôle, il est à ces deux dimensions réunies ensemble et qu'on doit faire cohabiter ces deux dimensions, ces deux exigences. La seule chose que je veux dire, c'est que si on veut que le politique reste crédible, et la communication publique à travers elle, il faut réaffirmer des valeurs, une exigence morale, intellectuelle, vous appelez ça comme vous voulez, qui passe par des choses qu'on a dites, qui peuvent paraître elles-mêmes creuses, mais qui ne le sont pas. Sincérité, loyauté, honnêteté, transparence, constance, permanence, cohérence dans le temps. En gros, arrêter de faire en sorte que la politique et la communication soient sous la pression de l'instantanéité, des médias, de l'effet de mode, cette espèce d'obligation d'occuper l'espace. Moi, j'ai envie de répondre qu'il y a un moment, il vaut mieux se taire. Il vaut mieux que le politique soit économe de ses mots, qu'il évite de galvauder son propre discours, et que s'il veut continuer à respecter les citoyens, il faut qu'il respecte aussi lui-même. Et respecter lui-même, c'est considérer que les mots, on l'a vu ce matin, ils ont une valeur, puisqu'ils ont un sens, que les mots doivent être respectés en eux-mêmes, qu'ils soient creux ou pas. Enfin, je veux dire, à la limite, peu importe l'idée que le vivre ensemble soit une expression creuse, ce qui est important, c'est lui donner du sens dans les actes. Donc, tenir les promesses, donc créer les conditions du dialogue, donc éclairer le débat et ne pas opposer de manière un peu vaine ce qui serait la panacée, une fin en soi, la démocratie participative avec l'idée de représentation, parce que in fine, on a besoin d'arbitrer, on a besoin de décider. Le politique, c'est assumer une décision. Donc il y a un moment où la démocratie participative se retourne, non pas contre elle-même, mais redonne pour moi paradoxalement du sens à la politique qu'elle est légitime, parce qu'au bout du compte, on demande un arbitrage. Et c'est bien aux politiques d'éclairer l'avenir. Et je pense qu'il ne faut pas opposer la dimension de service public dans un journal ou dans un autre support avec la dimension politique, parce que les deux dimensions sont absolument indispensables. Que si on commence à vouloir appauvrir l'autre ou les opposer, on se trompe de débat et on fait, à mon avis, un mauvais service à la communication publique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas revenir au journal municipal qui était le journal entre guillemets d'avant, c'est peut-être extrêmement caricatural, mais le journal du maire et des photos du maire. Il ne faut pas non plus en faire un journal que de service public, entre guillemets, qui, en plus de ça, ça a été dit par Corinne, est de plus en plus concurrencé par les presses gratuites et en termes d'information et les presses quotidiennes, régionales. Il faut pouvoir trouver le champ de l'incarnation entre les deux. L'équilibre. Mais les gens ne sont plus dupes. Ce qui n'est pas facile parce que tout le monde n'a pas Georges Clooney et Demi Moore comme maire, comme c'était dit dans un tweet il y a 2 minutes. Anne, vous de votre côté, alors je dirais opérationnel, d'IRCOM à Metz Métropole, comment vous ressentez est-ce que vous partagez ce constat-là, et comment vous ressentez cette difficulté à aller vers ces sujets compliqués, à aller vers l'incarnation de ce politique aujourd'hui? Je crois qu'il n'y a pas de sujet compliqué, on peut aborder absolument tous les sujets dans le magazine, et je trouve que l'étude elle est un petit peu parcellaire, parce qu'effectivement étudier qu'une une, il manque quand même toute la moelle du journal. On n'a pas peur d'aborder des sujets qui sont à la fois politiques. Vous parliez des sujets choisis, culture, sport, etc. C'est vrai, alors moi je suis dans une agglo, donc c'est vrai que dans une agglo on a des compétences, qu'on est obligé de parler de nos compétences, on n'est pas là pour parler d'autre chose que de ça, et des actions mises en œuvre par nos élus.
Alors, ils sont peut-être pas, effectivement, comme Georges Clooney et Demi Moore, on les met pas à la une tous les jours. Et vous parliez aussi d'une certaine concurrence entre la presse locale et la presse des collectivités. Moi, je suis pas du tout d'accord avec cette concurrence. Pour moi, il n'y a pas de concurrence. On est un média qui est très attendu par le lecteur. On a une prise en main qui est très forte. Vous parliez de couleur, la couleur rouge, justement, effectivement, et vous l'avez dit dans votre étude, cette couleur n'a pas été choisie par les collectivités parce que je pense qu'on ne veut pas rentrer dans cette concurrence. On veut bien se différencier de la presse magazine gratuite ou payante, et pour bien montrer qu'on a un discours à part, qu'il y a un discours qu'on essaye effectivement, je rejoins Jean là-dessus, sur un discours de vérité qui est, on fait des actions, la vie n'est pas rose, les choses ne sont pas faciles, mais on n'est pas là pour parler du chien écrasé, des catastrophes. Je pense qu'il y a plein de médias qui le font très très bien. Nous, on est là pour donner l'action de nos politiques, et même si on n'a pas forcément... Mais donner l'action des politiques, c'est bien. Est-ce que c'est facile de l'incarner ? Est-ce que c'est facile de montrer les politiques et de ne pas juste montrer les actions? C'est-à-dire ce que disent les gens, c'est-à-dire de revenir tout simplement à un endroit où on met en avant les acteurs politiques. Mais je crois qu'ils... je parle pour mon cas, hein, ils sont à travers nos écrits et dans les photos aussi. Alors, c'est vrai qu'il y a eu peut-être un abus quelque part dans certains magazines municipaux ou de collectivités, où à un moment, il y avait des élus partout. Donc, c'est vrai qu'on est revenu à quelque chose d'un peu plus neutre, mais ils sont présents à travers les textes et à travers la réalité des dossiers. C'est très intéressant parce qu'à travers tout ce qui arrive, et mon Dieu, foultitude de messages, on voit les marges de progression. Alors on nous dit, mais est-ce qu'en effet on ne peut pas utiliser plus de dessins de presse, aller aussi vers plus d'humour, ce qui est une manière de dire le politique aussi, hein, très importante. Est-ce que aussi on peut pas, pourquoi on parle que du support et papier? Aujourd'hui, il y a dans des presses d'entreprise, dans la presse, beaucoup de dispositifs où le papier est un élément d'un support de communication plus globale avec du dématérialisé à côté. Donc il y a une marge d'évolution au niveau de ces supports qui est très très importante. D'un mot, oui, rapide. Je voulais juste revenir sur la concurrence. On ne parlait pas de concurrence en termes de traitement de sujet, on parlait de concurrence en termes de budget temps. Vous avez une cible qui, mettons, va consacrer une demi-heure, 1 heure, 2 heures de sa journée à s'informer, et il va devoir arbitrer entre la radio, la télé, les sites internet, les newsletters, la presse gratuite, la presse quotidienne locale, la presse quotidienne nationale, votre publication, etc. Et à un moment donné, il va arbitrer parce qu'il lui arrive foultitude d'informations, et c'est son temps qu'il va devoir morceler. Et donc, on n'est pas sur de la concurrence en termes de sujet, mais quelle va être sa priorité de chercher de l'information sur une publication quotidienne ou une publication hebdomadaire qui va lui parler du programme ciné de la semaine ou des films qui viennent de sortir, ou sur une publication mensuelle, bimestrielle, trimestrielle? Il y a eu des études à Capcom, je crois qu'on en avait parlé l'année dernière, où c'est ce que je disais tout à l'heure, le taux de prise en main du journal est très fort. Et il y a une vraie attente. Donc aujourd'hui, je pense que la presse des collectivités, je parlais aussi de cette concurrence-là, n'a pas de gros soucis à se faire quant à sa prise en main. Donc, et on voit bien, l'enjeu, il est en effet la prise en main, elle est d'usage aussi, en partie. Il y a un certain nombre de publics qui n'y vont plus aussi aujourd'hui. Par exemple, des étudiants sont beaucoup moins en prise en main de cette presse-là. Donc il y a un enjeu aussi de reconquête qui se fait à travers ce support et à travers les supports généraux. Il y avait un tweet qui disait quelque chose de bien. Je vais arrêter d'employer ce terme tweet parce que j'aime pas beaucoup, mais je vais dire un gazouillis. On va dire qu'il y eut un gazouillis. Il y eut un gazouillis qui disait que comment est-ce qu'on raconte une histoire collective, comment est-ce qu'on transforme justement ces unes si on n'a pas les moyens forcément toujours de raconter une histoire collective aussi qui aujourd'hui peut échapper de plus en plus. Et je voudrais qu'on revienne là-dessus aussi parce qu'on voit qu'il y a un enjeu qui est au niveau du support, mais il y a un enjeu qui est aussi au niveau du discours et qui est au niveau des actions que l'on mène derrière, parce que le support ne fait pas tout et on est là pour parler un peu global. Il y a un champ qui est celui du discours qui va derrière. Réincarner, remettre en avant d'autres sujets que ces sujets-là, remettre en avant une expression plus affirmée du politique, c'est quelque chose qui est fort. Vous avez dit, c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant et qui est demandé aujourd'hui fortement. Comment est-ce que c'est faisable? Il y a un véritable problème au niveau du discours politique de l'élu, de l'institution, du territoire aujourd'hui. On a dit tout à l'heure, il est vite décrédibilisé, il peut être vite
galvaudé aussi. On est dans une situation compliquée. On a aujourd'hui plein de moyens avec des tweets, avec des chats, avec des magazines, avec des plateaux télé, avec des poignées de main un peu partout pour démultiplier la présence des élus, la présence des institutions et des territoires. Et puis en même temps, d'un autre côté, on a une prédominance des éléments de langage qui font qu'on va avoir tendance un petit peu à verrouiller, à formater un petit peu ce discours qu'on va démultiplier, avec l'impression derrière de se dire mais est-ce qu'il faut qu'on aille vers plus de proximité, ou est-ce qu'il faut, au risque de finalement galvauder cette parole publique, ou est-ce qu'il faut qu'on se resacralise et qu'on remette de la distance un peu là-dedans. Je voudrais qu'on voit ça un peu avec vous, Denis, parce que vous... Alors, il y a deux Denis, hein, mais on va commencer par le Denis qui est à côté de moi, Denis Bertrand. Vous travaillez beaucoup là-dessus, à regarder justement les logiques de ce discours. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la multiplication de ce support, mais des autres supports, on a des élus, on a des institutions publiques qui deviennent trop présentes, trop familières d'une certaine manière, au risque de se décrédibiliser, ou est-ce que, et il faut un peu resacraliser tout ça, ou est-ce qu'elles sont trop distantes et il faut en rajouter encore à ça? Vaste question. Ah, 1 minute 30. Je voudrais juste commencer peut-être par réagir sur les magazines et les unes des magazines. Je ne fréquente pas beaucoup les magazines de communication territoriale, excepté celui de ma propre ville, que je lis régulièrement, et je retrouve en effet les commentaires que vous avez faits. Moi, il me semble qu'il y a un problème qui est intéressant, enfin, entre autres, deux peut-être particulièrement, dans ces magazines, c'est le problème du récit, et c'est le problème du registre. C'est-à-dire que on a le sentiment d'un discours qui est tout entier en retenue, un petit peu comme le discours du rapport, par exemple, qui adopte une position narrative et une position de registre, d'énonciation, comme on dit, qui est dans la retenue, c'est-à-dire dans toutes les possibilités d'éviter qu'un récit singulier se mette en place. Donc c'est à chaque fois des micro-récits institutionnels qui prennent la place, et sur le ton ou le registre le plus détaché possible, comme on le fait lorsqu'on écrit un rapport d'études, par exemple. Un peu amélioré, bien sûr, mais tout de même. Et donc, je pense qu'il y a une réflexion à mener là-dessus. Vous voyez, une fois, moi, j'ai travaillé sur des magazines d'entreprise en tant que sémioticien, et c'était, je ne dirais pas lequel, mais il s'agissait d'un magazine assez important, d'une grosse maison d'assurance. Et je disais, c'était les mêmes problèmes. C'était les mêmes problèmes que ceux que vous soulevez là. Ces magazines, vous voyez, où l'illustration est systématiquement documentaire, pour être pseudo-objective. Enfin, l'illustration pseudo-objective correspond à des codes plastiques et figuratifs qui sont ceux d'une stéréotypie du réalisme, enfin, finalement. Et il pourrait être travaillé autrement. Mais surtout, la question qui se posait, c'était celle du récit. Une boîte d'assurance, c'est une mine de récits. C'est extraordinaire. Vu de l'intérieur, j'imagine, c'est là qu'il y a le plus d'histoires possibles à raconter. Et donc ma recommandation était entre autres de suggérer, sans évidemment, en respectant toutes les règles évidemment, mais raconter des histoires qui sont les histoires des lecteurs, qui sont les histoires des gens, remettre l'histoire sur le devant de la scène, en pensant que l'histoire, c'est pas seulement raconter, c'est aussi mettre en scène des héros, c'est-à-dire des personnages, et les faire vivre. Donc il y a quelque chose de très très important, à mon avis, là-dessus. Maintenant, sur le... La responsabilité de la parole du politique aussi là-dedans, comme héros et comme porteur du récit. Alors, c'est ambigu, bien sûr, parce qu'on voit bien on le voit bien, moi je le vois dans le magazine de ma ville, le héros principal, qui est le maire, est tout entier, est le plus possible absent. Il est présent dans un éditorial, mais il est aussi absent que possible, parce qu'il ne faut pas que la ligne de crête est étroite, il ne faudrait pas basculer dans la promotion du héros de la ville. Donc bien sûr, tout ça est très complexe. Je crois que c'est très très complexe, mais je pense que penser récit, penser registre, c'est-à-dire une énonciation qui s'assume, qui sait sous quel angle elle attaque, qui a son tempo, qui a son style, c'est très important, je crois. Denis, d'un mot.
Oui, on travaille régulièrement sur la presse d'entreprise. La presse d'entreprise, peut-être c'est l'exception dans l'assurance, mais en général, c'est quand même, on appelle ça, les salariés appellent ça la piqûre de rappel. C'est-à-dire que c'est une presse de propagande interne qui surtout explique aux salariés que tout va bien, on gagne des marchés, on est une entreprise modèle. Bon, donc c'est extrêmement positif et assez peu crédible, et c'est pas cru d'ailleurs en interne. Les mauvaises nouvelles concernant les entreprises, les salariés d'une entreprise les apprennent par l'extérieur, par la presse économique, bien avant qu'on en parle dans leur magazine d'entreprise. La presse grand public, on la connaît, presse magazine, presse quotidienne. Je pense que la presse territoriale est un peu un intermédiaire, à mi-chemin des deux. C'est-à-dire que, et elle ne doit surtout pas faire ce que fait la presse nationale ou la presse locale, qui passe son temps à enchaîner des catastrophes dans tous les domaines, et qui entretient et nourrit le déprimisme ambiant, parce que la catastrophe fait vendre, et que le levier de l'achat, des ventes, c'est justement ce registre du fait divers sanglant, de l'échec, enfin, du dépôt de bilan, du tsunami ou de la tempête, etc. Et je pense que précisément parce qu'elle n'est pas tenue à réaliser des audiences, tout simplement parce qu'elle est gratuite, la presse territoriale, et qu'elle est mise généralement dans la boîte aux lettres, la presse territoriale doit profiter de sa liberté, de son indépendance, de l'argent, pour traiter les sujets qui sont importants pour les habitants. Et je pense qu'elle doit sortir du mainstream de l'info négative, et qu'elle doit délivrer une info non pas euphorique, comme la presse d'entreprise, mais une info crédible, dans laquelle elle prend en compte les difficultés, mais elle montre aussi qu'il y a des solutions. Et alors sur le registre d'expression, je pense qu'elle doit être dans des récits individuels, dans des témoignages qui font rupture, c'est-à-dire qui apportent de la surprise, de l'étonnement par rapport à ce qui se fait ici ou là, des initiatives qui sont prises. Ça doit refléter à la fois la réalité du territoire et en même temps être porteur d'une bonne nouvelle, un peu à la manière de de ce que fait l'agence Reporter d'Espoir, que je vous invite à regarder. Et l'incarnation doit se faire dans les réalisations, beaucoup plus que dans la photo de l'élu. Dans les réalisations, on sait bien que ce qui fait l'Interco, c'est ici le tramway, là la médiathèque ou la piscine, et je crois que l'incarnation se fait dans les réalisations, très concrètement mises en scène, dans l'environnement, dans le paysage global de la ville. Alors sur la question des politiques, je pense qu'à l'échelle des territoires, les élus doivent être vraiment dans une communication de proximité, qui n'exclut pas une certaine sacralité, parce qu'il y a des interventions de proximité qui peuvent se faire sur un registre où l'élu prend de la hauteur et joue une certaine solennité. Ça peut se faire aussi sur un registre beaucoup plus convivial, mais je crois que c'est très important que cette communication de proximité échappe au regard des médias. Alors je sais que quand je dis ça, personne n'y croit, et tout le monde pense qu'à la fois les médias voudront être là avec leur caméra, leur appareil photo, et que les élus voudront être photographiés. Mais je pense qu'aujourd'hui, la politique crève d'être sans arrêt sous le regard des caméras de télévision, des flashs des photographes, et que ça en devient un spectacle absolument insupportable. Il se trouve que je suis intervenu à l'université d'été du Parti socialiste cette année à La Rochelle. Quand on voit comment le jeu stupide à l'échalote, la course à l'échalote entre l'arrivée de Christiane Taubira et la présence de Manuel Valls a fait les unes des journaux télévisés, on se dit c'est vraiment nuisible, parce que l'université d'été, c'est aussi et surtout d'abord un lieu de débat, d'échange, d'approfondissement des sujets de fond, et tout cela, il y a un hold-up qui est pris par le spectaculaire et les jeux de personnes. Donc moins de présence des médias, et là on retrouvera une vraie communication de proximité. Et c'est intéressant, parce que ce que vous nous dites, c'est qu'on voit qu'il y a dans la presse un peu cette presse territoriale. Je voudrais qu'on avance vraiment vers la communication publique au-delà de ces supports-là. Il y a le fait qu'on est dans des problématiques
thématiques, on n'aborde pas toujours, on n'a pas à être anxiogène, mais il faut qu'on aborde les sujets aussi qui fâchent, qui portent, qui concernent, et ils doivent être portés à un endroit aussi par le politique. Et le politique aujourd'hui, il va s'exprimer, on ne le voit pas toujours par la presse territoriale, mais là où sont les médias, donc il va chatter, il va gazouiller, il va aller devant les presses, sur les plateaux télé, dans les tribunes, les représentants d'institutions et de territoires aussi, un petit peu, au risque à un moment d'avoir des communications qui se concurrencent, qui se chevauchent un petit peu, donc on essaie de mettre des éléments de langage derrière pour tenir tout ça, c'est un peu compliqué. Je voudrais voir avec vous, revenir avec vous d'un denier à l'autre encore d'un instant, dans quelle mesure aujourd'hui la vraie question qui se pose, c'est pour ce communicant, pour ce territoire, pour cette institution, pour cet élu, c'est de savoir avant tout, avant de savoir ce qu'il a à dire, savoir d'où il se place exactement aujourd'hui pour parler. Qui il est aujourd'hui véritablement quand il prend la parole devant les médias ou dans la presse territoriale? Est-ce que c'est celui qui décide? On ne sait plus vraiment. Est-ce que c'est celui qui prophétise? Est-ce que c'est celui qui est le médiateur de tout et de son contraire? Est-ce que c'est le juriste? Qui il est? Est-ce que c'est l'expert? Qui il est aujourd'hui? Et est-ce que la question du discours, c'est pas avant tout la question de ce jeu d'acteurs-là? Oui, c'est vraiment, je crois, en effet, une question vraiment fondamentale. Mais enfin, comme tout le monde, ici, je lis tout ce qui passe sur l'écran. C'est tout à fait impressionnant d'apercevoir l'abondance, la richesse, mais aussi la prolifération des propositions, des questions, etc. On voudrait s'arrêter sur chacune et pouvoir on fait la nuit. En faire un sujet de débat. Donc, non, je veux dire, c'est vraiment un des marqueurs de la communication aujourd'hui, que nous vivons là, en présence. Hein. Moi, pour répondre à votre question, je prendrai ce même problème sous l'angle de la médiation, sous l'angle du problème de la médiation. On pourrait mettre en rapport la question de la médiation avec la question de la transparence. Il y a comme une thèse qui existerait, qui dirait que on veut, bien sûr, la transparence apparaît comme une sorte de valeur, une sorte d'utopie très discutable, mais moins de médiation pour plus de transparence, moins de médiateurs pour plus de transparence, moins de médiation pour plus d'authenticité, pour plus, etc. Et c'est un sens politique très très précis. C'est quoi le médiateur? Le médiateur, c'est quelqu'un qui se trouve entre. C'est quelqu'un qui se trouve à la fois tourné vers une source et tourné vers une cible, qui est un passeur et qui est un délégué et qui est investi de représentation. Bon, il y a toute une configuration du médiateur et la médiation, je parle pas seulement de la médiation politique, c'est aussi bien la médiation professorale, la médiation journalistique, la médiation de l'expertise, etc. Or, on le voit très bien dans les médias aujourd'hui, en tout cas dans les médias à succès, dans les médias qui ont connu une croissance phénoménale ces dernières années, et je pense en particulier à RMC ou à D8, on voit très bien que la logique du succès de ces médias repose en grande partie sur l'effacement de la médiation instituée et sur la possibilité de mettre à la place des médiateurs institués, le tout à chacun. Pensez par exemple à RMC, l'émission Les Grandes Gueules, c'est l'animateur, c'est une commerçante. Un on va tous pointer au chômage alors. Pardon ? On va tous pointer au chômage. Non, c'est très important parce que ça, je crois que ça a un sens. C'est la disqualification. C'est le tout gazouillis, bientôt le tout gazouillis. Le tout gazouillis, en fait, qu'est-ce que c'est le gazouillis du tweet? C'est à la fois des contenus, mais c'est à la fois des actes de présence. C'est dire coucou, je suis là. Et on n'arrête pas. Le hashtag, par exemple, qui accompagne le tweet, c'est la mise en circulation du tweet sur le mode de la reconnaissance. C'est comptabiliser sa reconnaissance qui est liée à ça. Et je pense que le problème de la disqualification des politiques vient en grande partie de cette sorte de crise politique de la médiation. Et vous le dites d'ailleurs très bien, la tentation est tellement grande, la glace est tellement bonne qu'on se retrouve tout de même avec un mode de communication avec le tweet qui devient sublime, puisqu'on communique et on a l'impression d'agir en même temps qu'on communique. Donc on est dans un endroit qui est un endroit fantastique. Jean, je voudrais revenir avec vous un petit peu sur la vision que
que vous inspire un peu ce qu'on est en train de se dire, et dans quelle mesure tout ça appelle aussi à, je dirais, resacraliser, et au niveau d'un cabinet c'est important dans une municipalité, dans un agglo, resacraliser la place du politique dans tout ce jeu médiatique où il se retrouve, pour que justement il puisse devenir le porteur du récit. C'est à lui d'avoir ce rôle, donc il ne faut pas peut-être qu'il se galvaude un peu dans ce tout médiatique qui tourne. Oui, je vais juste revenir sur une idée qui me paraît un peu évidente, c'est aussi de réaffirmer la nécessité d'une prise de recul par rapport à cette pression de l'occupation d'un terrain médiatique, cette obligation d'être réactif sur les réseaux sociaux, en gros d'occuper cet espace qu'il ne faut absolument pas négliger. Là aussi, la technologie moderne ne peut pas être niée aujourd'hui. Ça serait justement d'avoir cette capacité aussi de garder le temps nécessaire à la réflexion, au recul, à la distanciation, au sens critique. C'est bien là l'enjeu. Et la difficulté aujourd'hui, c'est faire cohabiter ces deux dimensions dans une communication qui doit être incontournable et irréprochable sur la réactivité, c'est ce que font certains élus, et en même temps être capable de dire, parce qu'il y a toutes les bonnes raisons de ne pas le faire, je continue à réfléchir et à réinterroger le sens. Et ça rejoint l'idée du récit ou des récits qui sont consubstantiels de la communication publique. On ne peut pas avoir de com public sans récit. C'est d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait, où on va. Donc il y a plein de bonnes raisons aujourd'hui de ne pas réinterroger le récit parce que tout est dans l'incertitude, la crainte, l'inquiétude de l'avenir qui renvoie à des crispations, des tensions qui nous ramènent plutôt à des quotidiennetés, à une crispation sur soi, alors que le récit est indispensable pour une mise en perspective de la communication. C'est quand même notre boulot, c'est-à-dire qu'il faut faire cohabiter ces dimensions. Pour revenir à l'idée de l'élu que moi je défends, je n'ai pas la science infuse, je pense qu'on peut faire cohabiter l'idée de la proximité qui est nécessaire et plus facile à vivre au niveau local, parce que je pense plutôt aux élus locaux, qui est aujourd'hui indispensable, parce que c'est aussi un gage de confiance, de relation, qui est une relation presque charnelle, en tout cas physique aussi, et en même temps défendre l'idée de distance. L'élu n'est pas mon copain, l'élu n'est pas forcément celui avec lequel je bois un coup. Moi, je ne cherche pas à savoir quelle est la vie privée des élus, ça ne m'intéresse pas. Je veux savoir éventuellement s'ils sont bons ou mauvais dans leur action, mais cette espèce de pipolisation et d'espèce de leurre qui voudrait que l'élu nous ressemble et qu'il soit un homme comme les autres, je la réfute. Je n'ai pas élu quelqu'un pour qu'il me ressemble, justement pas. C'est facile à réfuter au quotidien ? Je pense que c'est une question de respect, de pudeur et de distance raisonnable avec un citoyen qui n'empêche pas d'être au contact d'une population au quotidien, mais qui exige une certaine réserve dans sa manière d'être. Et je défends l'idée d'une dignité de l'élu qui n'est pas, encore une fois, un pote. Est-ce que c'est facile à tenir cette position-là au niveau d'une équipe et pas simplement au niveau d'un élu? Parce qu'aujourd'hui, quand on est dans une collectivité, par exemple, on a aussi la problématique que l'élu va répondre à toutes les sollicitations, donc il va devenir de moins en moins fédérateur et porteur du récit collectif, mais aussi qu'il a tous ses conseillers, tous ses adjoints qui peuvent se mettre à tweeter. Un conseil municipal, ça tweet, un conseil d'agglomération, ça tweet de partout. Comment est-ce qu'au niveau, Anne, on peut gérer finalement aussi un petit peu cette communication qui va diluer complètement la réalité et la présence de l'institution et le récit collectif qu'elle peut faire? Peut-on la gérer? C'est une vraie question. Ça revient à ce que disait Monsieur Bertrand. Là, pour le coup, on a aujourd'hui une forme de dialogue direct avec l'élu qui pose effectivement quelques questions aux communicants, puisque comment peut-on demander à un politique de ne pas gazouiller? C'est très difficile. Donc ensuite, on peut essayer de piloter, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas de le conseiller pour faire en sorte que ses prises de parole soient le plus conformes à ce que souhaite montrer l'équipe. Mais maintenant, voilà, chaque individu a sa liberté de parole, les politiques d'autant plus. Et donc, je crois que... moi, j'ai renoncé à vouloir les empêcher de gazouiller. Oui, ils gazouillent comme ils veulent. À Metz, on gazouille free à Metz. On essaie de leur expliquer quels sont les risques, mais c'est aussi une vraie chance aussi de pouvoir avoir ce dialogue direct avec les citoyens. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit à travers cette presse, on voit à travers ces nouveaux médias qu'il y a une sorte de difficulté à trouver l'endroit finalement où on s'inscrit et où on construit un peu ce récit commun, on va dire. Est-ce que finalement il n'y a pas un troisième endroit? C'était une question un tweet qui venait.
citait Balzac en disant finalement, est-ce que c'est pas le café de la mairie qui est pas le meilleur lieu de rencontre et le meilleur lieu d'expression, de proximité retrouvée? Les choses les plus simples et les plus désuètes sont les meilleures. Est-ce qu'on peut pas retrouver finalement des lieux de sacralisation, des remises de prix, des fanfares, des fêtes, etc., où finalement on sort de ce schéma-là, on sort de ces schémas de communication qui se marchent sur les pieds, et on retrouve, chaque élu peut retrouver son petit Clémenceau en lui. Alors c'est peut-être un peu exagéré, mais... Je crois que les élus n'ont pas perdu l'habitude de se promener dans leur commune et de rencontrer les gens. Nous, en tant qu'interco, on a une difficulté que je pense qui est partagée par l'ensemble de mes confrères. Ah oui, je l'ai vu ça, Jean Breillat. Il y a un best-of humoristique de ce qu'il fait. De plus en plus, comme ça monte, si je demande à la direction de Capcom de faire un tiré à part. Alors on va voter on va essayer de faire un tiré à part parce que ça c'est pas indispensable, dit Jean Breillat. Qu'on modérera, comme on dit. Oui, donc je disais que l'ensemble de mes collègues qui travaillent dans des intercos ont la même difficulté, c'est de faire sens de ce territoire qui est quand même à la base un territoire administratif. Donc c'est vrai que nous, on a utilisé des biais, bon, je pense qu'ils sont partagés par beaucoup d'entre nous, on a profité, on est une jeune collectivité, donc on a profité des 10 ans pour faire une action dans l'ensemble des communes avec peu de moyens. Hein. On a offert un orchestre et des petits drapeaux à l'image de la collectivité, de l'EPCI, et ça a très très bien fonctionné. On a juste mis les moyens à disposition des communes qui ont elles-mêmes ensuite organisé leur petite fête, et ça a permis comme ça aux citoyens de se rendre compte que l'agglomération, au-delà effectivement du magazine, des compétences qu'elles connaissent ou qu'elles ne connaissent pas, avait une réalité. Et ce qui a permis aussi à nos élus d'aller sur le terrain, aux maires de chaque commune de dire aussi qu'ils faisaient partie de ce groupement de communes, et peut-être d'engager un dialogue. C'est pas seulement faire une fête avec les citoyens, mais c'est aussi engager un dialogue, dire oui, moi je fais partie de l'agglo et pour telle et telle raison. Il y a Denis qui depuis 10 minutes, il en peut plus là. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que dans la réalité des territoires, les élus passent pas à la télé. Ils sont sur le terrain, ils discutent avec les gens, il y a des fêtes, il y a des remises de prix, il y a les associations, etc. etc. Donc il ne faut pas avoir cette image forcément très médiatique, de médiatisation de la parole publique locale. Alors c'est vrai qu'autrefois était le préau d'école. Et quand il y a une trentaine, une cinquantaine d'années, les hommes politiques ont découvert les moyens de la télévision. On se souvient de la fascination sur Général de Gaulle, sur Père Fitte, des grands médias de masse qui sont nés. Quand ils ont découvert qu'il y avait des moyens de radiodiffusion, ils se sont dit formidable, on va pouvoir toucher plus de monde en moins de temps, ça va être efficace, rentable, donc on va investir les médias télévisuels ou radio. Mais ce n'est pas une pratique, Dieu merci, généralisée. Et ce qui se passe par contre, c'est que les élus locaux ont tendance à se caler ou à rêver de faire comme les élus nationaux. Mais c'est extrêmement différent. Les élus nationaux, bien souvent, et les ministres, élus ou pas, courent de BFM en iTélé. Je me demande, mais quand est-ce qu'ils travaillent ? Et quelles audiences est-ce qu'ils rencontrent ? C'est des audiences très petites. C'est complètement contre-productif. Comme investissement, en tout cas, c'est stupide, parce que je pense que ce n'est pas efficace. Mais il y a un modèle qui est de passer à la télé. Et d'ailleurs, chaque élu local dit, vous avez ça en tête, quand il est passé sur LCP ou sur République Sénat, il dit « Oh là là, le nombre de personnes qui m'ont dit sur la place du marché dimanche ou samedi, « Ah, le président, je vous ai vu à la télé. » Bon. Et du coup, ça les flatte et ils y retournent. Mais ce n'est pas le lieu de la communication politique, pour moi, la télévision. Parce que la télé met à distance. Elle éloigne le politique des citoyens. Et je pense qu'il faut oublier un peu la télé, oublier les médias, retrouver en effet la place publique et le café de la mairie. Il faut des lieux concrets sur le terrain où, loin des caméras, loin des photographes, encore une fois, les élus puissent s'exprimer, répondre à des questions, interagir. Ça me paraît absolument fondamental. Et il y a un autre enjeu clé important, l'enjeu qui est celui, on voit, du discours et de comment on adresse ce discours, par quel biais. Puis un autre point clé, c'est les actions qu'on mène. Et comment on les mène et comment dans ces actions,
on travaille, on a dit réenchanter la société, on va dire plus simplement à remettre en fait la parole publique au cœur de ces nouveaux enjeux, ce entre guillemets vivre ensemble. On en a parlé hier. Je voudrais, c'est dit souvent d'ailleurs, il y a le dernier livre, je crois que Jean Viard qui le dit assez bien, c'est aujourd'hui, on est dans un monde où finalement ce vivre ensemble, on l'a vu hier, il se construit avec des initiatives, des réseaux, il s'organise aussi avec ces initiatives, ces réseaux qui se font parfois dans les instances publiques, parfois aussi de plus en plus par le biais de numérique et autres, etc., mais hors de ces instances publiques. Donc quel est le rôle finalement de la communication et de la parole publique là-dedans? Est-ce que c'est de faire à la place de toutes ces initiatives qui se mettent déjà en place, de les organiser, mais elles s'organisent quelque part déjà entre elles? Quel est le rôle que peut prendre finalement aujourd'hui l'action, la communication publique et l'action publique dans ce vivre ensemble un peu qui se constitue et qui verdit sous ses pieds d'une certaine manière? Jean, c'est une question que je voudrais voir un peu avec vous. Est-ce que finalement, comment elle peut devenir identitaire de ce vivre ensemble qui à un certain moment, on se dit, a même plus besoin d'elle? Je pense qu'il faut définitivement assumer le fait que le rôle de la com publique, c'est de créer les conditions de cette expression, de ce dialogue, de cet échange. Ça veut dire quoi concrètement? De faire en sorte que les instances, qu'elles soient formelles ou informelles, matérielles, dématérielles, spontanées et réfléchies, préparées, travaillées. En réunion publique ne se fait pas de manière comme ça, instantanée. Il y a un travail de cadrage et de préparation. Toutes ces panoplies de bonne communication et d'échange, les mettre à disposition du plus grand nombre. Il n'y a pas de risque. De toute façon, c'est un mouvement de la société, c'est une demande forte des citoyens. Et en même temps, ces mêmes citoyens revendiquent, et j'y reviens, l'expression de l'institution en tant que telle. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de ces deux niveaux de communication. Donc il faut absolument jouer cette clé-là, et moi je ne suis pas spécialement pessimiste, je le disais, parce que je pense que de manière plus ou moins consciente ou inconsciente, on a cette prise de conscience aujourd'hui. C'est le sujet du Capcom aujourd'hui, il permet d'interroger ça, cette nécessité de prendre conscience de ça, surtout prendre en considération ces aspirations qui sont doubles. C'est une expression par des échanges, par un dialogue, qui ne s'exonère pas d'une décision politique in fine, qui ne écarte pas le politique, mais au contraire qui va le réinvestir de son rôle, qui est bien de donner des conditions d'expression de cette démocratie, qui, loin de s'opposer aux politiques, va lui redonner du sens et du corps. Donc moi, je ne suis pas du tout inquiet. L'exemple que je cite souvent, qui est assez frappant pour moi, c'est des réunions publiques organisées par des élus, bien préparées, à la faveur desquels les élus vont écouter les citoyens s'exprimer. Qu'est-ce qui se passe? Une partie d'entre eux ne viennent pas, donc on ne touche pas toute la population, il faut le savoir. Une partie de ceux qui viennent sont déjà surinformés et surinvestis. On a le Sénat des citoyens qui vient. Et on recrée quelque chose qui peut être un leurre, mais c'est que les citoyens finissent par s'envoyer parfois des mots peu amènes au visage et exposent leurs contradictions. Et là où c'est intéressant, c'est qu'au bout du compte, ils montrent l'élu du doigt en disant « mais c'est à vous de décider ». C'est-à-dire qu'ils réinvestissent le politique du rôle qui est le sien, c'est d'arbitrer. Une fois que le débat public a eu lieu, que la concertation s'est exprimée, le politique doit assumer ses responsabilités, il sera jugé sur ses actes et pas que sur des mots. C'est bien là où les mots et les actes doivent rentrer en cohérence, sans les opposer entre eux. Est-ce qu'il y a un enjeu aussi d'un mot pour le politique face à ce champ d'action et ce vivre ensemble qui se crée, d'avoir finalement, lui, des actions très identitaires, très structurantes, très fortes, notamment le tramway que vous mettez en place à Tours, et assumer finalement jusqu'au bout ces actions-là, et pas vouloir être présent partout, mais être très présent sur des actions très identitaires, autour desquelles le reste de la vie du vivre ensemble va se fédérer ou pas, mais pas vouloir être partout tout le temps à la fois. Mais de toute façon, qu'on le veuille ou non, la communication publique, elle est par définition incarnée. Je pense qu'il faut lui revendiquer cette mission. Denis le disait. Alors qu'elle s'incarne à travers un territoire, des valeurs, un homme, une femme, des projets, des idées. J'ai envie de dire, l'important c'est qu'elle le soit incarnée. C'est ce qui fait sa différence avec une communication qui serait pseudo-neutre, celle d'une communication presse qui n'a pas cette force. Il faut défendre cette force. C'est une chance qu'on a en nous. C'est d'avoir des territoires qui sont forts de ces valeurs d'incarnation. Alors le tramway en est un exemple, ça peut être un emblème, c'est un exemple qu'on peut prendre pour montrer que la communication est présente à tout niveau dans un projet comme celui-là, qui est évidemment fédérateur, qui peut être un motif de crispation et d'opposition pendant un temps, mais qui finit par rassembler les gens. C'est que c'est à la fois une communication d'instantanéité, de réactivité, de chantier, de travaux, qui exige une obligation vis-à-vis du citoyen d'être irréprochable sur l'information quotidienne, et en même temps une communication extrêmement politique au sens noble, qui met en avant une idée
qui n'est pas l'utilitarisme d'un objet fonctionnel, mais bien l'idée d'une ville ou d'une agglomération qui projette un avenir, qui projette l'idée de lien, de création de mots qui peuvent être creux mais qui ne le deviennent plus. C'est désenclaver des quartiers, embellir une ville, restructurer un espace, redonner par le design une émotion à un paysage urbain. Et un troisième niveau de communication possible, la signature d'un designer qui clive au niveau national mais qui fait parler dans la presse nationale. Donc on a bien dans cet même objet de communication toutes les dimensions d'une communication publique qui assume son rôle et sa force et sa différence dans toutes ces dimensions-là. On a cette chance-là. Qui n'hésite pas à être clivant Voilà. le cas échéant. S'il le faut. Anne, d'un mot par rapport à ce que vient de dire Jean, est-ce que vous partagez? Tout à fait. Ah bah c'est d'un mot. Non, je crois qu'il faut que l'élu soit effectivement au cœur des messages, et il est au cœur des messages. On a des élus, je parle sur le plan territorial, bien entendu, qui sont courageux, qui prennent souvent qui font des choix difficiles et qui les portent. Nous aussi, on a eu, alors c'est pas un tram parce qu'on est plus petit, on a eu un BHDS là qui vient d'être inauguré au mois d'octobre, et c'est vrai que nos élus pendant 3 ans en ont pris plein la figure, ont été au contact des citoyens, n'ont pas eu peur de porter leur choix. Et voilà, l'action politique, elle est au cœur de tous les sujets des collectivités territoriales. Ce qu'on me dit beaucoup, alors il y a beaucoup de messages. Corinne, votre remarque sur le rouge, ça a vachement. Alors, comment ça s'affiche en rouge? On peut faire un tiré à part sur les daltoniens, dans le tiré à part sur les bonnes blagues du débat final. Le rouge était la couleur phare de ce forum. Oui. C'est bien d'être avec des experts qui analysent, ils voient tout. Les daltoniens sont aussi dire comme t'es verts là. Il y avait aussi, rien que j'aimais bien, c'est les citoyens n'aiment le rouge que dans des verts. Voilà. Et il était un candidat qui voulait faire rêver les Français, les tweets. Mais alors ça, normalement, il faudrait que je le chante. Hein. Il était un candidat qui voulait faire rêver les Français, les tweets, mais pas que. Lui ont brûlé les ailes. C'est beau, hein. On va faire un tiré à part poésie aussi. Hein. En tout cas, moi, je voulais quand même dire que je suis contre cette idée du désenchantement. Je pense que les gens sont pas désenchantés du tout. Que ce que disait Jean tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de désintérêt pour la politique locale et que. Et oui, je ne parle pas de national, hein, je parle de la politique locale. Il n'y a vraiment pas de désintérêt parce que je pense que les citoyens ont bien compris que quand ils font on a les municipales bientôt en plus, quand ils font le choix d'un élu, ils font le choix aussi d'un programme et qu'ensuite l'élu va mettre en œuvre ce programme. Donc il n'y a pas de désenchantement et je pense qu'il y a un vrai intérêt pour ce qui se passe dans les collectivités. Denis Bertrand. Oui, je crois qu'il y a un sujet qui est en train de monter, de prendre de l'importance concernant les rapports entre collectivités et politique. Des études actuellement en sciences politiques sont en cours sur l'importance politique croissante des grandes collectivités que sont les métropoles et les mégapoles. Au point, dit-on, que des relations internationales entre des mégapoles sont susceptibles d'avoir une importance politique plus grande que les relations entre les États dont ils sont des parties constituantes. Je veux dire que la relation entre New York et Shanghai pourrait devenir plus importante que la relation entre les États-Unis et la Chine. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que la raison pour laquelle cette importance pourrait venir, c'est qu'à la différence des États, les mégapoles n'ont pas à gérer de problème de frontières. Ils n'ont pas à gérer un problème d'intégrité territoriale avec tous les appareils qui vont avec. Et donc il y a quelque chose dans une dimension, et c'est ce que vous disiez par rapport à la pratique, par rapport au projet, on parle près des gens, mais on parle d'objets qui ont un sens politique. Le tramway, le Grand Paris aujourd'hui, à Paris, toute la thématique qui va occuper toute la scène des débats politiques de la campagne des municipales à venir. Ce sont des problématiques qui sont peut-être, dont le sens politique est peut-être lié au fait que leur est épargnée la dimension politique de la frontière. Et d'ailleurs, il est intéressant, excusez-moi, il y a des mégapoles en cours qui sont
pluriterritorial, plurifrontière, plurinational. Le Grand Bâle, par exemple, est à cheval sur la Suisse, la France et l'Allemagne. Metz Luxembourg, bonjour. Non, c'est ce que j'allais dire, oui, c'est l'émergence des pôles métropolitains et des pôles effectivement transfrontaliers. Donc il y en a à côté de Strasbourg, il y en a effectivement en Lorraine avec le Luxembourg. C'est vrai qu'on va au-delà des frontières et on travaille sur un territoire de vie. C'est ça qui est intéressant. Et est-ce que pour faire la prolongation de ce que dit Denis Bertrand, c'est l'occasion de parler finalement d'un territoire vierge où on peut parler politique autrement, puisqu'on n'est plus dans les codes et dans les problématiques actuelles, et plus non plus forcément avec les acteurs avec lesquels on a l'habitude de gérer ce terrain et cette discussion politique et les difficultés qu'on a. Est-ce que du coup c'est une manière d'avoir une page blanche un peu pour réécrire ce récit collectif, ou c'est un peu gazouillis, utopique de dire ça? Non, c'est pas utopique, parce qu'il y a des vraies réalisations qui naissent de ces pôles métropolitains et de ces projets transfrontaliers. C'est un dialogue qui est un petit peu différent, effectivement, mais les acteurs restent les mêmes, puisque ce sont quand même nos politiques qui parlent avec les politiques des régions ou des pays voisins. Je voudrais finir sur un petit point qui n'a pas été beaucoup abordé dans les tweets et qui me paraît, pourtant moi on m'en a beaucoup parlé pendant ces 2 jours, et on en a beaucoup parlé, c'est que tout ça c'est bien beau, ma bonne dame, bon monsieur, mais quand on est DIRCOM, on est dans une institution où on a face à soi des cabinets en haut et en dessous de soi plein de gens qui ont plein de trucs à vous dire, super intelligents, j'ai un projet génial, moi aussi, moi non plus et moi encore, et qu'au-dessus on a un cabinet municipal ou autre qui est dans une gestion politique qui peut être très forte et très un peu castratrice, un peu sclérosante à certains moments. Comment est-ce qu'aujourd'hui tout ce qu'on dit, la manière dont on peut faire évoluer la communication politique, tout ça, on peut le faire évoluer concrètement quand on est directeur de communication, et que voilà, est-ce qu'on peut court-circuiter ce qu'il y a au-dessus, comment on peut trouver l'espace, comment on peut trouver un peu le lieu de ça? Eh ben oui, c'est pour vous. Ah, ça c'est un super sujet, je suis sûre que j'ai plein de collègues qui ont envie de s'exprimer là-dessus. Le rapport DIRCOM-DIRCAB. Alors je sais que dans certaines villes, je ne sais pas si mes collègues de Strasbourg sont là, ils ont réglé le problème, puisque le DIRCAB est le même que le DIRCOM. Bon, c'est pas toujours simple. C'est le croisement génétique qui est la solution en fait. Hein. Le croisement génétique, voilà. Non, la communication est quand même là au support des politiques pour aider les politiques à faire passer leur message. Je crois qu'il ne faut pas se leurrer. Et donc, dans la plupart des temps, on arrive à s'entendre. Bon, de temps en temps, c'est plus difficile. Et nos amis communicants, je le sais, puisque j'en fais partie, sont très habiles et on trouve toujours des solutions pour passer outre. Jean, d'un mot. Une seule phrase, chacun sa place. C'est-à-dire que quand le cabinet commence à faire le boulot de la com et vice-versa, c'est plutôt d'ailleurs la première chose qui risque de se passer, c'est déjà mortifère, c'est déjà pas très sain. Il faut que le cabinet puisse éventuellement jouer le rôle d'accompagnement, d'arbitrage, de rétablissement d'un dialogue quand c'est nécessaire pour qu'il n'y ait pas de distorsion. Quand il n'y a pas de relation directe, parfois entre un élu et son directeur de com, ce qui est plutôt d'avant. Moi, je revendique le fait que le DIRCOM ou la DIRCOM sont en prise directe avec l'élu et le premier d'entre eux. Donc voilà, le cabinet doit être là probablement pour aider dans des procédures parfois très juridiques ou administratives, ou au contraire dans des choix d'orientation politique qui sont à confirmer ou infirmer, mais certainement pas à intervenir avec trop d'ingérence dans la communication. La communication est un métier avec des gens que vous êtes qui sont formés pour ça. Le cabinet, il a un rôle multi-thématique qui éclaire une décision politique et l'accompagne. Je pense que quand on commence à mélanger les deux, sauf dans des cas parfaitement assumés, il n'y a pas une seule vérité, tout dépend de la relation entre les élus et l'administration et les directeurs de com. Je pense qu'il n'y a pas un schéma unique. Mais en général, je pense que chacun doit rester à sa place et que les deux ont assez de boulot pour ne pas s'emmerder mutuellement. Attention les DIRCOM, le cabinet vous a à l'œil, nous tweet-t-on. J'aime bien entendre des gens de cabinet parler comme ça. Oui, c'est vrai. Oui, vous l'auriez tweeté, ça. Ben oui, je vais le retweeter. Vous l'avez retweeté. Denis, d'un mot par rapport à ça, avant qu'on vous écoute en live. Est-ce que finalement cette problématique d'une
communication qui finalement à un moment est très enserrée dès qu'on parle de politique, et ben on voit bien qu'il y a des éléments de langage qui tiennent et que même si on veut faire de l'humour, de la caricature, des trucs un peu rigolos, un peu participatifs, il y a un filtre qui arrive et qui peut être très, très compliqué. Est-ce qu'au niveau des politiques aussi, ils n'ont pas besoin au niveau national d'avoir un environnement plus ouvert, plus aéré, moins de communicants autour d'eux, politiques, professionnels et choses comme ça, mais là aussi des DIRCOM de territoire, de local, des gens qui leur apportent d'autres idées, qui leur montrent ce vivre ensemble. C'est clair que les médias sociaux ne peuvent faire que du bien aux politiques, et le jour où François Hollande communiquera sur Internet ou à travers les médias sociaux, véritablement, je pense qu'on aura fait un grand pas en avant. C'est ce qui manque, c'est cette interactivité, ce courage pour affronter le débat en direct avec les vrais gens. Et de ce point de vue, c'est vrai que la médiatisation aussi éloigne et casse la médiation, ou plutôt la restructure différemment, mais dans une logique beaucoup trop distanciée. Alors, je vous laisse peut-être aller nous montrer en images pour je vais finir vous montrer, un peu ça. Pour terminer. Pour terminer, on a commencé en montrant comment aujourd'hui cette communication territoriale a du mal parfois à raconter dans ces unes, en tous les cas, les réalités de plus en plus diverses des territoires. On va voir comment la communication là-haut, un petit peu de l'État et de la présidence, a du mal aussi à raconter d'autres réalités, celle du chômage, celle de la société et de la crise que l'on vit actuellement, et vous nous montrez ça en images à travers des études que vous avez faites. Oui, alors on va terminer donc par plutôt une analyse quelques éléments d'analyse de la communication politique. Et effectivement, depuis 1982, l'Institut Médiascopie, nous mesurons les réactions instantanées des téléspectateurs et des auditeurs pendant les émissions de télévision et de radio sur les prises de parole des dirigeants, de droite comme de gauche. Donc ça a commencé en 82 avec François Mitterrand, Pierre Bérégovoy, Jacques Chirac ensuite au pouvoir, et ainsi de suite, jusqu'à Nicolas Sarkozy hier et François Hollande aujourd'hui. Et l'exercice qu'on le pratique à l'échelle nationale ou à l'échelle locale est toujours le même, c'est-à-dire qu'on invite des échantillons de Français recrutés selon des quotas d'âge, sexe, catégorie socio-professionnelle, sensibilité politique, origine géographique, à réagir en temps réel. Alors autrefois, on les réunissait en salle, ils avaient chacun un petit boîtier muni d'un curseur. Le boîtier s'appelle le médiascope, la définition est dans le Robert. Et donc, les gens étaient invités en direct pendant l'émission, individuellement, dans une salle, à pousser le curseur du médiascope vers le haut quand ils sont d'accord avec ce que dit l'invité à la télé, ou vers le bas quand ils ne sont pas d'accord. Et depuis 8 ans, ça se fait en ligne. Donc les gens sont chez eux, ils reçoivent un mail, ils cliquent sur un lien, ils arrivent sur une plateforme et ils réagissent dans la même pièce sur la télévision à partir de leur ordinateur en poussant le médiascope virtuel vers le haut ou vers le bas avec la souris, ou bien on leur amène l'émission en podcast sur leur écran, et à droite, ils ont un médiascope virtuel et ils réagissent en visionnant l'émission. Alors, très concrètement, on va regarder 2 ou 3 extraits. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'au fond, sur la plupart des sujets, je dirais, globalement, les politiques de droite comme de gauche ont entraîné l'adhésion des Français, même s'il y a un discrédit montant qui est proportionnel au raccourcissement de la durée des émissions et des réponses. C'est-à-dire, plus le monde s'est complexifié depuis 30 ans, plus le temps imparti pour répondre à une question d'un journaliste est devenu la portion congrue, et expliquer en 8 secondes ou 15 secondes, répondre à une question qui appelle qu'on explique la complexité, c'est impossible. Donc, plus de discrédit du politique et moins de temps pour expliquer la politique. C'est le paradoxe. Mais surtout, ce qu'on a vu, c'est que la parole politique se brise sur l'économie. C'est sur la question économique, en effet, du chômage, que la machine est en panne. Elle est enrayée. Alors, on va regarder un exemple, l'exemple de François Hollande. Son crédit de popularité est bien faible aujourd'hui, vous le savez, et on va en avoir confirmation à travers ces 2 extraits successifs qui vont s'enchaîner. Donc on va laisser filer ensemble. Lors de sa conférence de presse à l'Élysée le 16 mai dernier, on l'interroge sur sa popularité, et plus récemment lors d'une déclaration à Aubervilliers le 28 novembre. Alors juste avant de lancer l'image, je voudrais juste vous dire que les courbes se tracent à droite de l'écran.
hein, elles évoluent vers le 10 tout à fait d'accord, 0 pas du tout d'accord. Donc c'est une réaction en temps réel instantané, note de 0 pas du tout d'accord à 10 tout à fait d'accord. Et là vous avez deux courbes, la courbe de gauche en rouge et la courbe des électeurs de droite qui apparaît dans l'autre couleur, je ne sais plus si c'est bleu ou vert. On peut regarder les réactions. D'abord, on ne cherche pas à être impopulaire. Donc ce n'était pas un objectif que je m'étais fixé. Mais on ne décide pas de sa popularité non plus. On ne la décrète pas. Ce que j'ai voulu dans cette première année, ce n'est pas être populaire. C'est précisément prendre les décisions qui me paraissaient les plus conformes aux intérêts de la France et également aux engagements que j'avais pris. Ce qui va compter pour moi, président de la République, au terme de mon mandat, c'est qu'est-ce que j'aurais pu faire que je n'ai pas fait? Et qu'est-ce que j'ai fait qui permet à la France d'être plus grande, d'être plus efficace, d'être plus harmonieuse et d'être mieux préparée aux défis qu'elle rencontre? C'est ça mon seul objectif. Il se trouve que je suis président au pire moment. Mais enfin, je m'y suis présenté. Je n'ignorais rien de la situation. Je n'ai pas passé mon tour. Je n'ai pas dit en 2012, c'est trop difficile, je vais attendre 2017. J'ai assumé, en étant candidat, ce que j'allais trouver. Et je savais que c'était une crise, même si on ne pouvait pas forcément imaginer encore la longueur de cette crise et l'ampleur de la récession en Europe. Donc je savais que j'aurais des décisions difficiles à prendre. Mais ce qui va maintenant être déterminant, c'est dans quel état sera notre pays à la fin de mon mandat, où en sera le chômage, où en sera la croissance, où en sera le mieux vivre. Et c'est sur ces résultats que je serai jugé. Je ne demande pas à être jugé par des sondages, je les respecte. Et j'en connais d'ailleurs la rigueur scientifique. Je demande à être jugé le jour venu, au terme des 5 ans, sur ce que j'aurais fait pour la France. Voilà, donc pas très convaincant notre président. Alors, on a cherché dans les archives de l'Institut Médiascopie et ça nous a paru intéressant d'examiner comment s'y prenait François Mitterrand il y a maintenant 25 ans. Et les extraits que vous allez voir sont de mauvaise qualité. Ils ont été transférés en numérique, c'est des cassettes VHS à l'origine. Et les courbes médiascopiques ont été produites par l'un des premiers logiciels que nous utilisions sur des ordinateurs de l'époque, hein, un peu qui ressemble à celui qu'on a là-bas tout à fait à gauche. Donc on va regarder une première séquence. François Mitterrand est interpellé sur le chômage par Jean-Pierre Elkabbach. C'était le 10 novembre 1991. Vous allez voir, et là il y a 3 courbes. Vous avez en rouge la courbe des électeurs de gauche, en vert celle des électeurs de droite, et en blanc ce sont les indécis. On peut regarder cet extrait. Et deuxième point, quand M. Bérégovoy disait au Club de la Presse d'Europe 1 l'autre jour, lundi, je garantis la réduction du chômage à l'horizon 90, est-ce que vous êtes aussi confiant que lui? Oui. Voilà. C'est tombé à 3 sur 10, donc ça c'est vraiment pas bon du tout. Et même les électeurs de gauche ne le croient pas. Donc vous voyez que d'autres que François Hollande, bien avant lui, étaient exposés à la même incrédulité. On va regarder un autre extrait, c'est un mois plus tard, Anne Sinclair, cette fois, toute de rouge vêtue, la couleur préférée de Capcom, est à 7 sur 7. Et elle interpelle à nouveau François Mitterrand sur la dégradation de sa cote de popularité. Et alors c'est très intéressant, vous allez regarder la réponse. On croirait vraiment que Mitterrand a fait du Hollande. Alors, Monsieur le Président, vous avez vu, il y en a pour tous les goûts. George Bush, pour George Bush, le libéral, ça va mal. Pour Felipe González, le socialiste, ça va bien. Je dirais que pour George Bush, c'est un peu comme pour vous, grand prestige extérieur et très contesté à l'intérieur. Comme vous avez pu l'observer, ça va, vous savez, hein. Moi, c'est pas mon problème. Je mène une politique, on jugera au résultat. Ma tâche, elle consiste au total
de mon action, pendant ma présence à la tête de l'État, à faire que les Français, même s'ils en doutent parfois, pas toujours, se sentent mieux protégés, mieux assurés, que leur place soit plus forte et plus grande dans le monde, en Europe, et que les droits fondamentaux soient respectés. Et moi, je vous dis, qu'est-ce que c'est que cette sinistrose? Que n'importe quelle personne honnête regarde, si elle dispose d'un atlas ou d'une map monde, de globe terrestre, regarde et cherche avec son doigt un pays où il y ait plus de liberté qu'en France. Un pays davantage protégé désormais par la paix, c'est-à-dire par la sécurité. Un pays où chaque citoyen dispose de plus de sécurité. Pas assez, sans aucun doute. Il y a des malheurs, il y a encore des millions de gens, je n'en ferai pas l'estimation, qui souffrent. Mais par rapport à la marche du monde, nous nous trouvons, je le dis hautement, sans crainte d'être démentis, nous nous trouvons en cette année 1991, malgré tout ce dont nous souffrons, parmi les pays du monde qui vivent avec les meilleures garanties. Bon, alors, la sinistrose, je mets de côté. Mais, pardon, monsieur le Président. Je mets de côté. Voilà, on imagine mal François Hollande aujourd'hui situer sa réponse à ce niveau-là. François Mitterrand prend la hauteur du président, il se met au-dessus de tous les pays du monde, il compare la France à d'autres pays, d'autres économies. Et vous avez vu ce geste extraordinaire où, faute d'image, il va situer avec son doigt sur une map monde qu'il fait tourner, il esquisse un geste où il fait tourner la map monde, il va dessiner dans l'espace son doigt, posé sur la France, et il invite les Français à mesurer le bonheur qu'ils ont d'être autant protégés. Manifestement, ça marche, en tout cas auprès des électeurs de gauche et auprès des indécis. Mais vous le voyez, déjà, dans les années 90, c'est sur l'économie que la crédibilité de la parole politique a échoué, et c'est sur l'économie, particulièrement le chômage, qu'elle a fait naufrage, et je pense que rien n'a changé, hein, la fameuse phrase « contre le chômage, on a tout essayé ». Donc c'est la question de l'impuissance du politique. Alors, pour conclure, est-ce que la communication publique peut sauver du naufrage la parole politique? C'était la question posée dans ce débat. Honnêtement, c'est plutôt l'inverse qu'on observe, c'est-à-dire que je crois que la parole politique est naufragée, et la communication publique, aussi courageuse soit-elle, pourrait bien elle-même, si elle n'y prenait garde, disparaître avec celui qu'elle voudrait sauver. Je crois que la communication publique ne doit pas oser la politique. Je crois qu'elle doit rester dans son champ. Son rôle, en revanche, c'est d'œuvrer à ce que la parole politique, aussi imparfaite soit-elle, soit davantage audible. Et il lui faut pour cela connaître l'écart entre le réel et le perçu, et développer, je crois, un contrat pédagogique. La responsabilité de la communication publique, c'est de trouver les mots justes et de faire émerger le récit, les récits. Et elle a pour ça une ressource d'une grande richesse, qui est l'intelligence collective des Français. Encore faut-il qu'elle ne cède pas au mirage des 3 ing, marketing, storytelling, media training, et qu'elle cherche au contraire à s'élever, c'est-à-dire à trouver inlassablement, je dirais, le fil du sens. Moins de com', plus de sens, c'est la même conclusion que je ferai maintenant que ce matin. Voilà. Merci beaucoup, Denis. Je voudrais compléter, je voudrais qu'on complète ce mot de conclusion qui est fort. Jean Breillat, vous avez, en tant qu'ancien DIRCOM, en tant que chef de cabinet, sur ce que dit Denis aujourd'hui, ce communicant aujourd'hui, comment est-ce qu'il peut agir par rapport à cette libération de parole publique? On voit qu'elle est compliquée parce qu'elle raconte un monde de toujours plus complexe, avec dans des médias de toujours plus vastes aussi. Il faut, on l'a vu, qu'elle s'appuie sur des valeurs, il faut qu'on l'a vu, elle trouve les endroits où elle peut sacraliser et exprimer véritablement ce qu'il y a à dire. Est-ce que le communicant a les moyens véritablement d'agir là-dessus, de donner sens, comme dit Denis? Ben non, je vais être très court parce que le temps passe, mais simplement par rapport à ce que dit Denis, c'est reconnaître aussi que le DIRCOM ne fera jamais rien tout seul, et que lui faire endosser la responsabilité de réconcilier, si tant est qu'il faille le faire, totalement la politique et les citoyens, ça serait lui faire endosser une responsabilité
au-dessus de ses moyens seuls, et ce serait peut-être le rendre un peu présomptueux de ses propres capacités. Donc je pense que c'est plutôt réaffirmer un nouveau contrat à travers les valeurs, à travers les choses qu'on a édictées aujourd'hui, c'est-à-dire reposer sans pessimisme, sans crispation, sans tension, ce que c'est que la communication publique aujourd'hui, réaffirmer ses fondamentaux, c'est peut-être l'occasion de se repositionner dans nos métiers ou dans les métiers qui seront les vôtres, et sans, encore une fois, s'auto-flageller, considérer qu'on a un rôle à jouer dans un maillon d'une chaîne d'acteurs. On a un rôle de passeur, de vecteur, de facilitateur, de traducteur, d'expérimentateur de tout ça. Donc on a un vrai rôle, mais cela dit, on ne le fera pas tout seul. Donc je pense qu'il faut que collectivement, politique, médias, on a assez peu parlé de ça, mais ils ont un rôle à jouer. Je ne suis pas de ceux qui disent qu'ils sont responsables de tout, mais ils sont nos complices, un peu, les deux se nourrissant des autres. Je parle de politique et médias. Mais donc c'est plutôt un effort collectif et une prise de position collective qui veut qu'aujourd'hui on réagisse pour éviter les dérives qu'on a citées. Et il y en a d'autres bien plus graves. On a parlé de populisme ce matin, tentation de tout ironiser à chaque fois que la politique se met en avant, ou simplement la tentation des extrêmes. Voilà. Là, on est bien sur la communication qui n'est pas seulement la communication de service, qui est importante, mais enfin, notre rôle ne se limite pas à ça, et une communication qui assume son engagement. Et qui réfléchissent aussi du coup à ce qu'elle est comme profession et ce que sont ces référents métiers, ce qui est important à l'heure aussi où on est devant des échéances électorales où ça va être un peu né dans le guidon. Peut-être d'un tout dernier mot, Denis, si vous avez un mot de conclusion qui vous vient par rapport à tout ce qu'on se dit. Avec le micro, c'est mieux. Oui, enfin, j'ai beaucoup écouté attentivement les conclusions de Denis et je crois que le problème qui est posé dans cette table ronde est vraiment très, très crucial, très, très intéressant. J'ai entendu également ce que vous disiez dans cette formule très brève, chacun a sa place. Le problème, en effet, je crois, est beaucoup une place. Et une place, c'est un discours. Une place, c'est une parole. Une place, c'est une histoire. Pour ne pas employer le mot récit, c'est une histoire. Et je pense que ça, c'est très, très important. Je pense que c'est très important parce que une place, c'est une énonciation. Et en effet, aujourd'hui, à mon avis, un des problèmes qui explique en partie ce que l'on éprouve autour d'une relative confusion des rôles, des genres, des fonctions, des légitimités surtout, tient à ce que justement la réflexion sur les places soit en voie de confusion relative, peut-être à cause de la masse considérable des discours qui s'entrecroisent, peut-être aussi produisant aussi des effets passionnels, des effets de jalousie, des effets de « pourquoi pas moi ?» etc. Donc il y a toute une réflexion autour du problème des places qui me paraît très très intéressante sur le rapport entre communication publique et politique. Merci beaucoup. On va commencer par aller au café de la mairie, où on va retrouver notre place. En tous les cas, merci à vous tous, merci à tous les tweets. Il y en a beaucoup, moins de com et plus de sens pour la parole publique. La responsabilité de la communication, c'est de faire émerger les mots justes. Et il y en a beaucoup d'autres. Denis Muset, est-ce que vous pensez vraiment que le rôle du président de la République, c'est de poster, tweeter, répondre aux messages? Démagogie, oui, dit-on. Peut-on prétendre communiquer avec les habitants qu'on les appelle les vrais gens? Donc on réagissait aussi à ça. Merci à vous tous, on peut les applaudir. Merci à tous les tweeteurs, SMSeurs et autres qui auront, je l'espère, leur rendu, leur tiré à part ou autre sur tous ces bons mots qui nous ont beaucoup amusés, nourris, même si on n'a pas pu tous les relever. Et je laisse la parole à Bernard Deljari pour faire une conclusion de ce rendez-vous. Merci bien. En tant que délégué général de Capcom, il m'appartient de clore ce 25e forum de la communication publique et territoriale. Je ne sais pas si nous avons libéré la parole publique, mais je crois que la nôtre fut très libre ici. Et je remercie à tous les intervenants et tous les participants. Je vous dois pour conclure 2 informations. La première, c'est vous dire que nous étions plus d'1 millier à suivre au total ce débat en ligne et dans la salle. Et je remercie tous ceux qui ont participé via Internet à ce débat. Et la deuxième chose que je vais essayer de vous dire pour la première fois depuis longtemps, c'est vous dire qu'il y aura un 26e forum de la communication publique. Et puis je vais même essayer de vous dire où ça va être l'année prochaine. Et pour cela, je vais demander à finalement la DIRCOM ici présente sur le plateau
de nous l'indiquer. Alors j'ai le grand plaisir, l'honneur et l'avantage de vous annoncer que le 26e Capcom aura lieu à Nancy, mais pas seulement à Nancy, avec le Sillon Lorrain, donc avec Metz, Épinal et Thionville. Voilà. Alors, à l'année prochaine. Et comme vous le voyez, on sera les tout premiers à occuper le nouvel équipement de Nancy, le nouveau palais des congrès de Nancy, en espérant qu'il sera terminé à cette date, puisque comme vous le voyez, il est encore en travaux. Merci, à l'année prochaine. C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.